va devoir aller interviewer un alpiniste dont ce politicien est fasciné par ce gars-là. Et il part comme ça au fin fond de l'Alaska. Et la rencontre entre l'alpiniste et l'écrivain va relativement mal se passer. C'est-à-dire qu'un soir de beuverie, l'alpiniste va balancer de sombres secrets qui, malheureusement pour lui, seront enregistrés et il va falloir faire quelque chose de ce pauvre écrivain. Est-ce que Bruno a lu ce roman policier ou pas? Non, j'ai pas lu celui-là. J'ai lu le prochain, je pense qu'il sera présenté par Anne-Laure. Mais non, celui-là, non. Alors moi j'ai lu, j'ai beaucoup aimé aussi. J'aime beaucoup Mm. la couverture qu'a fait le livre de poche avec cette Ouais. ours. Et c'est surtout, je trouve que c'est un grand moment de solitude où il va falloir apprendre à sauver sa peau en fait. Et je trouve que la force de ce roman, c'est que l'auteur il nous met sous tension. Et il y a une adrénaline incroyable qui se dégage. Moi, c'est ça qui m'a marqué surtout. Je trouve qu'il Moi, je me arrive. suis fait bouffer par un ours là-dedans. Enfin, vraiment, il y a un truc hyper angoissant et pourtant, j'en lis beaucoup et j'aime les trucs un peu sombres. Mais là, et surtout, il a le talent de faire ça en assez peu de pages. Donc, il a une économie de Ouais. mots qui est hyper fascinante en fait. L'Alaska aussi pose aussi un décor Ouais, qui fait que c'est lent à la fois et pesant. Donc du coup, ouais, on est un peu, on a l'impression d'être vraiment sous une chape de ouais, neige. Là, c'est on a envie ça. d'en sortir. Et là, il est très fort parce qu'en plus, il est français. On a vraiment Oui, l'impression que ça aurait pu être un auteur, j'ai envie de dire, de chez Gallmeister un petit peu. tout Parce que à fait. On a vraiment ces ambiances, ouais. ces belles descriptions d'espace, cette nature très présente, très sombre et très hostile, quoi. Enfin, elle est pas très accueillante face à l'écrivain qui est, pour le coup, extrêmement urbain. Donc, il a absolument aucune autonomie dans la nature et pas du tout d'affect avec ça. C'est truc Non, beaucoup d'angoisse et vraiment très, très bien mené. Hein. Ça se ça peut bouffe. servir au lecteur pour apprendre à sauver sa peau parce que Ouais, ça peut être intéressant aussi. ouais. Il y a des passages qui sont Bon, il paraît que quand on voit un ours, il faut s'arrêter, surtout pas Ouais. courir. Moi, je suis pas très convaincue du truc, mais voilà quoi. Est-ce que tu peux juste remonter la couverture qui est quand même Ouais, super. bien sûr. Moi, je trouve elle est Très, très très belle. belle. C'est un ours. Voilà, il y a Ouais. le bandeau qui prend beaucoup de place, mais c'est vrai qu'il y a Mm. une très belle couverture. Ouais, elle marche très bien en plus. Elle est très attirante en librairie. Elle fonctionne très, très bien cette couve. Très chouette. Bruno, on va enchaîner. C'est à toi. Alors, moi, je vais enchaîner avec un autre livre sur la survie. Ah ouais. Donc, juste après la vague de Sandrine Colette. Je sais pas, hop. Ouais, on va très bien. Et moi, j'ai beaucoup aimé, enfin, j'en ai vu beaucoup de Sandrine Colette et notamment son dernier livre qui parle un peu de fin du monde en fait. Et en fait, avec juste après la vague, on a l'impression que c'était un peu l'introduction qu'elle avait écrit il y a 2 ans en fait. C'est vrai. Alors Sandrine Colette, c'est toujours des livres où il n'y a aucune suite entre tous ces livres. Il n'y a jamais d'inspecteur. Enfin, on est vraiment à la frontière entre la littérature et le roman noir. Et c'est toujours des livres qui font vraiment voyager. C'est toujours dans des lieux un peu, enfin, tout le temps dans tous les quatre coins de la planète. Et donc là, on est sur une île, alors qui n'existe pas, hein, mais on est sur une île où il y a un cataclysme, en fait, il y a un volcan qui s'effondre et ce qui va créer en fait des inondations et voilà, l'île va peu à peu s'effacer de la carte. Et on suit la dernière famille encore présente sur cette île. C'est une famille de 11 membres de la famille, les 2 parents, et du coup 9 enfants. Et donc voilà, les parents ils se précipitent voilà, pour préparer un radeau. Mais par contre, manque de bol, il n'y a que 9 places. Non, pardon, il n'y a que 8 places. Place, Donc, oui. ils sont 11. Alors, du coup, les parents ils disent qu'est-ce qu'on fait si nous, on reste, les enfants ils vont dans la barque et ils meurent. Si on prend les plus âgés, eh ben, les 3 qui vont rester, eux aussi, ils ne vont pas pouvoir se débrouiller. Et si on prend les plus jeunes, ils ne vont pas être utiles pour pagayer. Du coup, ils disent on va laisser les 3 du milieu. Et donc, dans ce roman, chaque chapitre, on va alterner ceux qui sont partis et ceux qui sont restés sur cette île. Et il y a des moments vraiment déchirants parce que on voit le passage où les parents s'enfuient en laissant les enfants sans les réveiller pendant la nuit. Puis on voit que les enfants, le matin, ils se réveillent, il n'y a plus les parents, il reste que les poules et
quelques œufs à cuisiner et on voit comment ils vont essayer de survivre en attendant la fin, en fait. Et c'est vraiment bluffant. Enfin, là aussi, la nature en fait, c'est la nature qui a le mauvais rôle, en fait. Et c'est vraiment très, très poignant. Enfin, pour moi, je pense qu'il y a eu vraiment un tournant dans ce livre-là par rapport à Sandrine Colette. C'est-à-dire que les premiers, c'était vraiment un peu comme des faits divers. Enfin, il y avait des séquestrations, il y avait, c'était vraiment des romans noirs, tandis qu'à partir de juste après la vague, il y avait plus d'ambition même, en fait. Et voilà, enfin, moi, j'avais trouvé ça vraiment super bien et plein de surprises, en fait. Moi, je trouve qu'il est très cruel, je trouve. Et puis Oui. très psychologique, comme le dernier. Et c'est vrai que Sandrine Colette utilise beaucoup les conditions climatiques c'est très important pour elle. Anne-Laure, tu l'as lu celui-là ou pas? Oui, je l'ai lu, j'ai adoré ce livre. C'est absolument terrifiant de lire ce truc-là, surtout quand on a des enfants. On s'en prend plein la tête, cette question du choix d'entrée de jeu, c'est affreux. Enfin, c'est vraiment beaucoup aimé. Elle a beaucoup, beaucoup de talent, hein, Sandrine Colette. Et là, il n'y a pas d'ours, mais il y a des requins. Pour les gens. Chacun son domaine, ouais. C'est ça. Non, mais c'est vrai que Bruno a raison, il y a une bascule dans l'écriture de Sandrine Colette avec celui-là. Et c'est vrai d'ailleurs, elle est passée dans La Blanche maintenant. Et c'est vrai qu'on a basculé sur plus le psychologique. Et dans celui-là, ça commence très, 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 très fort. Hein, je trouve. C'est vrai que c'est assez intéressant. Est-ce que tu peux juste nous remontrer la couverture qui est aussi tout pas mal? Voilà. Donc, juste avant la vague pour nos amis lecteurs, parce que souvent on redemande les titres. D'ailleurs, je vous ferai récapituler, si vous voulez bien, vos titres à la fin. Anne-Laure. Ouais. Allez, moi j'enchaîne avec 12e chapitre, un polar de Jérôme Aubry, qui est quelque chose de plus facile, plus accessible, moins sombre, bien que très très torturé quand même. On va balancer l'histoire sur 2 périodes, donc beaucoup d'allers-retours dans le temps. L'histoire commence, David et Samuel, l'été 86, ont une 12aine d'années et ils partent en vacances au bord de l'océan avec leurs parents dans un centre qui est financé par l'entreprise familiale, enfin l'entreprise dans laquelle les parents de tous ces gamins travaillent. Et cette entreprise est vraiment en difficulté et on sent que tous les parents qui sont dans ce village de vacances sont une angoisse quand même qui pointe derrière. Et donc, les gamins vivent leur enfance, leurs vacances là-bas et ils vont rencontrer Julie. Ils vont devenir très, très vite inséparables, sauf qu'en fin de semaine, Julie disparaît. 30 ans plus tard, David et Samuel sont toujours là. David est devenu écrivain et Samuel est son éditeur. Et là, ils reçoivent dans leur boîte aux lettres un manuscrit qui contient 12 chapitres. Chacun reçoit le même manuscrit, juste le 12e chapitre est différent. Et ce manuscrit raconte cet épisode de 30 ans auparavant, avec leur regard à eux d'enfants. Et c'est absolument terrifiant parce qu'ils vont découvrir tout l'envers du décor, tout ce qui s'est passé autour, tout ce qu'ils ont pu oublier. Ils n'ont jamais reparlé de ce drame et de cette disparition. Tout ça sur un fond social assez marqué, avec cette entreprise qui est en train de couler. C'est assez sombre socialement derrière, assez épatant, assez palpitant, ça se lit très très rapidement. Quand tu dis que c'est plus efficace. accessible, qu'est-ce que tu entends par plus accessible? Tu estimes que dans les polars, par rapport au précédent, tu estimes que le précédent est beaucoup plus compliqué? Alors, non, c'est pas compliqué à lire, on est plutôt dans le roman noir, donc dans des choses plus sombres, plus... faut être d'humeur quoi, pour y aller, ça plombe vraiment. Là, on est dans une lecture un peu plus facile, même si le sujet est dramatique aussi sur la disparition des enfants, mais c'est monté comme un polar plus classique, voilà, avec ses allers-retours dans le temps, etc. Mais c'est très bien mené, très très efficace. Et qui peut aimer ce genre de lecture chevronné en polar ou... Non, le chevronné en polar, il trouvera aussi son plaisir, mais c'est plus un polar de détente, je dirais. Est-ce qu'un polar de détente, je ne connaissais pas cette expression, mais est-ce qu'un polar peut être vraiment de détente là? Oui. Attention. Vu le nombre de gens qui nous prennent des piles de livres pour partir à la plage, ça doit bien être pour se détendre quand même. Oui. Non mais oui.
c'est sûr. Bruno, tu l'as lu celui-là ou pas, toi? Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Et Et- moi, des trois de l'auteur, c'est vraiment celui-là, c'est celui que j'ai préféré. Je trouvais que il était vraiment très bien construit en fait. Et alors c'est pas moi, alors c'est pas exactement comparable, mais moi je le mets un peu dans la même catégorie que les Michel Bussy, ou enfin ouais. c'est-à-dire Mm. voilà, c'est pas sanglant et tout, il y a C'est ça. un bon twist quoi, et la Mm. construction elle est bien faite, donc c'est vrai que ça peut plaire à beaucoup de gens. Donc ouais, moi j'avais beaucoup aimé. Je crois il y avait vraiment une belle plume, et c'est vrai que sur les trois en effet c'est le moins noir quoi. Mm. Enfin, ça reste enfin voilà, il y a des passages où on raconte le camp de vacances avec ces trois pré-ados. Et puis même quand on voit le lien entre ces deux amis qui sont devenus adultes et qui vont découvrir ce manuscrit, il y a un côté ouais, touchant enfin, pas glauque du tout, quoi. Donc Mm. moi j'avais beaucoup aimé aussi. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord, ça marche très bien et c'est le côté sentiment, attachement, souvenir d'enfance, les grandes émotions de l'enfance sont très bien racontées aussi dedans, ces grandes amitiés hyper fortes, hyper touchantes. Donc, On va juste rappeler à nos amis les mm, lecteurs que vous êtes le titre déjà, et surtout que vous êtes libraire dans le rayon policier. Chacun, mm. si je ne me trompe pas, hein, chacun, donc c'est C'est vraiment ça, votre ouais, ouais. partie. Et j'ai envie de vous demander quelle est la tendance. Est-ce que les gens ont envie de noir noir ou plutôt justement ce genre de livre que tu viens de présenter, Anne-Laure? Qu'est-ce qu'on vient Euh, chercher? Du trash, c'est quoi la tendance alors, là? on a vraiment ces enfin, c'est presque ces trois courants-là. On a les lecteurs de thrillers très musclés, je ne sais pas moi, là, Bernard Minet ou Tilliez, des choses assez musclées, très efficaces et très bien construites. On a des gens qui viennent chercher des polars plus divertissants, comme le Jérôme Loubry, des choses qui seront moins sanglantes, moins trash, mais qui vont vraiment se baser sur le psychologique, et les lecteurs de romans noirs qui aiment les romans très noirs. Du coup. Toi, c'est pareil, Bruno, c'est exactement la même chose ou Ben, moi, je trouve je trouve que justement, il y a la mode du trash, par exemple, enfin, en tout cas, dans la librairie où je travaille, elle est vraiment passée. Enfin, les gens, moi, je trouve qu'ils veulent vraiment plus ça. Moi, il y a deux courants, je trouve. Il y a le courant très anglais. Enfin, les livres à la Agatha Christie, Mmh. enfin, on voit le succès d'Agatha Raisin, par exemple, Ouais. ou là, le petit carton, là, en ce moment, c'est un livre chez 10-18. C'est Les Sept morts d'Elvin Hardcastle, qui était chez Sonatine. Mmh. Ouais, ce côté un peu rétro, ou même pour les Conan Doyle, enfin, je trouve que ça, on a beaucoup de gens qui veulent retrouver ça, en fait. Et il y a aussi les bouquins un peu plus légers. Enfin, là, tout à l'heure, je vais parler de Mamie Luger. Mamie Luger, nous, c'est notre première vente, quoi. Notre meilleure vente devant des livres des auteurs où on connaît qui sont plus sombres, comme je sais pas, comme du Franck Tillier, comme du Granger, par exemple. Je pense que là, surtout peut-être après le confinement et tout, je pense que là, même en polar, les gens, je pense qu'ils veulent vraiment, ouais, ils veulent un peu de légèreté, mais voilà, ils veulent une bonne enquête, mais sans être totalement déprimés ou horrifiés, je pense. On va te laisser enchaîner Mmh. sur ton prochain titre. Ouais. Dans son silence, c'est ça? Alors, c'est Dans son silence, alors si je prononce bien, de Alex Michaelides ou Michaeli, je ne sais pas comment Non on va plus, je ne sais demander à l'auteur. pas. Ouais. Et donc voilà, là, alors, si on peut l'enfermer dans une catégorie, ça serait vraiment du thriller psychologique. Alors nous, l'année dernière, c'était vraiment notre très belle surprise au rayon polar, parce que voilà, c'était un premier roman chez Kalman Levy, et toute l'équipe l'a lu et on a vraiment tous adoré. Euh, en quelques mots, en fait, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Alicia et de son mari qui s'appelle Gabriel. En fait, Gabriel, un soir, il est retrouvé assassiné, le corps criblé de balles. Et la seule personne à ses côtés, c'est sa femme qui est inconsciente. Et sur le revolver, on a les empreintes de sa femme. Du coup, le juge, enfin les tribunaux ne se posent pas 36 000 questions. Elle est jugée coupable. Et en fait, elle a comment dire, un choc émotionnel et elle perd l'usage de la parole. Elle ne peut même pas se défendre, expliquer ce qui s'est passé. Et elle est enfermée dans un asile. Quelques années plus tard, on a le point de vue d'un jeune homme qui s'appelle Théo et qui a vraiment les dents longues, qui est très ambitieux. Et donc cet homme est donc psychiatre et il entend parler de cette affaire et il a
qu'un seul but, c'est de pouvoir interroger cette femme. Donc, il va tout faire pour travailler dans l'asile où est enfermée cette femme. Il va réussir. Et contre l'avis de sa hiérarchie, il va baisser peu à peu les médicaments, enfin, le traitement de cette femme. Et en baissant les médicaments, elle va de nouveau parler et raconter en fait ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Et ça fait vraiment partie de ces livres où vous pensez avoir tout compris et les 2 derniers chapitres en fait, énorme coup de théâtre et tout est remis en question. Et ça, je trouve que c'est de plus en plus rare. Enfin, moi, j'en ai pas énormément des polars comme ça où en fait, un peu comme Shutter Island de Denis Lehane ou enfin des trucs on dit ou même les 10 petits nègres d'Agatha Christie, on se dit mince, en fait on n'avait rien vu venir. Et ça, c'est hyper agréable et surtout sans une seule goutte de sang, sans surenchère de violence enfin c'était vraiment, et puis la plume elle est très efficace, enfin, c'est très cinématographique, enfin, on voit vraiment le film dans sa tête. Et moi j'ai un peu trouvé qu'il y a un peu des ressemblances avec un livre que tout le monde avait vendu comme des petits pains, c'était La fille du train, mais mieux fait, mais vraiment plus, enfin, d'un point de vue qualité, mais vraiment mieux. Et ça, c'est un bouquin qui peut vraiment, enfin, qui peut parler vraiment à tout le monde en fait. Enfin, donc voilà, très efficace. Enfin, on a vraiment hâte de voir ce que l'auteur réserve plus tard, quoi. Ouais, parce que c'est un premier roman, donc c'est vrai que ça va être C'est ça, intéressant. ouais. La continuité se fait. Alors, tu l'as lu celui-là aussi? Non, non, mais je vais peut-être partir en vacances avec, du coup. Oui, il a donné envie. Moi non plus, je l'avais pas lu. Je l'ai, mais je l'avais pas lu. Donc, du coup, Bruno m'a donné envie d'aller jeter un coup d'œil. Ça, c'est sûr. Alors, on enchaîne. Alors, moi, je vais vous proposer Malamorte de Antoine Albertini. Tu le remets un peu droit, on ne le voit pas. Ah. Non, non, plus là. Super. Merci. Notre histoire se déroule en Corse, à Bastia. C'est l'hiver et il pleut. Donc déjà, on commence, on détruit tous les clichés, cartes postales qu'on peut avoir sur la Corse. Non, c'est pas du tout ça. On ne partira pas en vacances. Le héros est un espèce d'anti-héros avec une vie un peu ratée, quoi. Il est capitaine de police. On l'a mis au placard parce qu'il est trop grande gueule dans un service qu'ils ont appelé le BHS, le Bureau des homicides simples, mais qui est planqué derrière un coin dans un placard. Enfin, il sert presque plus à rien. Et donc notre capitaine de police qui nous raconte l'histoire, puisque tout ça est raconté à la première personne du singulier, va enquêter, va mener 2 enquêtes en parallèle. La première enquête, il s'agit d'un chef d'entreprise en bâtiment qui vient de tirer une balle dans la tête de sa femme, de sa fille de 5 ans et dans la sienne, mais il s'est loupé. Il est à l'hôpital. Pardon. Oui. Il est à l'hôpital et prend la fuite. Sauf que bon, on voudrait bien quand même stopper ses élans, quoi. Le deuxième crime, une jeune femme est assassinée sur un petit chemin de randonnée. Qui a bien pu commettre tout cela. Et en fait, on va se retrouver dans un polar un peu à l'ancienne, donc vraiment avec l'enquête classique, vraiment avec ce flic qui met son enquête. Ce qu'on adore dans les polars, enfin dans les vrais romans policiers, c'est-à-dire l'enquêteur qui est chargé, qui est là, pour le coup, franchement alcoolo, qui a une vie un peu pourrie, mais qui est extrêmement attachant. Et en plus, le fait qu'il soit raconté à la première personne, ça donne un élan d'amitié et de soutien vers ce personnage qui est super, en fait. On a vraiment envie de l'aider, et dans sa vie privée et dans son enquête. Enfin, et tout ça avec une plume super, vraiment très très bien. L'auteur est journaliste et on sent une plume très efficace aussi derrière. Vraiment très bien, avec quelques petites pointes d'humour noir une fois de temps en temps qui sont juste bien senties. Super. Vraiment belle lecture, belle découverte. J'aime beaucoup la façon dont tu l'as présenté parce que je trouve qu'il n'est pas évident à présenter, mais je trouve que tu as bien fait tu l'as bien vendu, ouais. Ça donne envie de relire. Et son dernier est pas mal aussi. Ah, j'ai pas lu encore. Bruno, tu l'avais lu celui-là ou pas? Non, non, pas encore, mais c'est ça qui m'avait fait de l'œil. Sur la jaquette, c'était écrit, je crois, une sorte de Elroy corse et tout. Alors là, c'est vrai que comme ça, c'est assez aguicheur, mais ouais, je le lirai cet été sûrement. Ils sont forts, mais les bandeaux là-dessus, justement. Efficace.
J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble un Elroy corse quand même. Parce que Ouais, ouais, ouais. Bando, et je me suis dit là, ils y vont fort quand même. Parce que Elroy, pour l'instant, j'ai pas trouvé son pendant. Hein. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. juste avant qu'on enchaîne la lecture, le prochain conseil de Bruno, on va avoir une petite lecture justement avant d'une sorte de mise en bouche. Blam, blam. Berthe recharge. Ses membres tremblent. Beaucoup d'émotions pour une vieille de 102 ans. Elle pense à sa camomille qui prend la poussière sur l'étagère de sa cuisine et se dit qu'elle s'en ferait bien une tasse. Les sirènes qui résonnent au loin ne sonnent peut-être pas encore le glas, mais reculent inéluctablement la perspective du réconfort d'un bon pismémère. Degord gît à quelques pas de la niche du chien. Du sang autour de lui. Il a un trou dans le dos, un autre dans le cul, en plus de l'officiel. Merde, elle y a peut-être été un peu fort. Berthe ne l'a jamais aimé, Degord. Le digne descendant de sa raclure de père. Elle ne pensait pas pour autant qu'il finirait au bout de son canon, même si l'idée l'a souvent titillé. Rien de ce qui est arrivé ce matin n'était prémédité. Roy et Guillemette avaient besoin d'un moyen de locomotion et de temps, et Berthe s'apprêtait à leur procurer les deux. À son âge, on ne peut plus vraiment parler de sacrifice. Berthe dirait plutôt un don de sa personne. Si les gamins pouvaient gagner quelques jours de paradis rien qu'à eux, dans la fièvre de leur cavale, vers une chimère de liberté, Berthe se réjouissait de les leur offrir. Elle se sentait utile. Le palpitant repartit comme en 40, mais il fallait quand même qu'il s'arrête de battre la bourrée auvergnate, sinon, elle a beau ne pas être grosse, il n'y aurait pas assez de place sur le brancard pour charger sa vieille carcasse en plus de la charogne du voisin. Les sirènes se rapprochent. Bonne nouvelle, puisque Roy et Guillemette, eux, s'éloignent. Le stratagème de Berthe fonctionne. Elle sent qu'elle va être longue cette journée, et c'est tant mieux. Plus Berthe les tirera, plus Roy creusera la route entre eux et les flics. Et afin de les tirer, Berthe compte donner au képi encore un peu de fil à retordre. L'aïeule, pliée en 8 par son arthrose galopante, elle, prend appui sur sa carabine et parvient à claudiquer jusqu'à sa porte ouverte pour se barricader dans sa chaumière. Clic-clac, les 2 verrous rouillés s'imbriquent dans la gâche. Berthe se colle à la porte, la pétoire contre elle, et s'empare de la boîte de cartouches qui l'attendait sur la commode de l'entrée. Vombrissement de moteur, crissement de pneus, rugissement de sirène. Derrick en direct dans son jardin. Berthe arme sa carabine, parée pour l'embuscade. « Police, sortez de chez vous !» Et main en l'air, braille un mégaphone. Le sonotone de Berthe sature dans ses oreilles. À la retraite, Derrick. Sa matinée, c'est Dirty Harry. Berthe a toujours eu un faible pour Clint Eastwood. Une fascination pour son gros python magnum, plaisir coupable. Le décor est posé, mais il faut que Berthe reste dans la scène. Elle doit garder sa crédibilité jusqu'au bout. Elle se racle la gorge et harangue d'un chevrotement parfaitement maîtrisé. « Rentrez chez vous, sale gitan, je suis armée et je ne me laisserai pas faire. » Le flic au mégaphone hésite, s'interroge, puis reprend. « Madame, c'est la police, sortez de chez vous, vous ne craignez rien. » « Je ne vais pas me laisser berner, je connais le coup de la police. Vous voulez m'en faire sortir pour me violer? Je ne suis qu'une vieille grand-mère qui a la peau sur les os, bande de détraqués. » Devant la maison se déploie une dizaine de policiers, aussi armés qu'intrigués. Un camion de pompiers s'est parqué face au corps du voisin, à qui les brancardiers fournissent déjà les premiers soins. Le flic au mégaphone fait signe à son escouade de se répartir autour de la porte de la chaumière. « Madame, il n'y a pas de gitan ici. Sortez calmement et main en l'air, ou je vais devoir donner l'assaut. »« Qu'est-ce que tu me chantes là, Marlou? Je sais bien que t'en veux à mon bas de laine. » Les 2 policiers en tête d'escouade se marrent. Peu sur le qui-vive, ils devraient se méfier. Cling-clong, le carreau de la cuisine éclate. Berthe vient d'y faire de la place pour sa carabine, dont le canon émerge soudain. Blam, blam! Et les poulets détalent comme des lapins. Berthe, dans l'obscurité de la cuisine, s'amuse comme ça ne lui était pas arrivé depuis un quart de siècle, priant pour que son pacemaker tienne jusqu'au bout de cette folie. « Alors, fais-moi les fiers, hein !» Et le mégaphone d'insister avec plus d'autorité. « Madame, au nom de la loi, jetez votre arme. Dernier avertissement. » Berthe sent que le ton a changé. Les secondes de sa pendule pétrifiée ne tiquent plus. Pourtant, Berthe sait qu'elles lui sont comptées. « La commode, se dit-elle. » Mue par une inspiration nourrie de trop de mauvais thrillers vus à la télé, pendant ses longues soirées de veuve solitaire, Berthe s'imagine pousser la commode pour bloquer sa porte d'entrée et ainsi tenir le siège. Elle s'élance, organisée par ce fol espoir,
et ses 38 kilos s'écrasent mollement contre le lourd chêne lesté d'une demi-tonne de porcelaine de Limoges poussiéreuse. La commode ne moufte pas, contrairement à Berthe, qui pousse un souffle de chambre à air crevé alors que ses charentaises patinent sur son paquet mité. « Bien essayé, ma vieille, se conforte-t-elle. Poussez-vous de la porte, nous allons donner l'assaut. » Berthe n'a pas discerné distinctement les mots de l'agent à travers son sonotone trop vieux, lui aussi, mais le ton semblait plus vindicatif, et elle voudrait s'assurer du contenu de la menace. Berthe pose ses mains en porte-voix devant l'ouverture du carreau cassé. « Tu peux répéter, Marlou? Tu peux répéter, Marlou? Les piles de mon sonotone viennent de rendre l'âme et j'ai pas tout entendu. » Un barouf de tous les diables d'Erel. Sa porte valdingue contre son frigidaire en parfait état de marche depuis 1952. À l'époque, on fabriquait du solide. Et voilà qu'une escouade de poulets allait l'obliger à acheter de l'électroménager chinois pour stocker sa blanquette surgelée. Ces pensées inconsistantes traversent l'esprit de Berthe quand des agents en uniforme casqués et armes brandies chargent dans son antre auvergnat comme s'il y siégeait un nid de terroristes. Coup d'accélérateur cardiaque pour Berthe, qui évite l'infarctus de peu, trop peu à être ulcérée du manque de savoir-vivre de ces intrus. « Vous pourriez pas vous essuyer les pieds avant d'entrer ?» Merci Frédéric pour cette belle lecture, assez drôle je trouve. Ça donne le ton avant que Bruno rentre Voilà. dans le... En fait, je préfère ne pas être à l'écran quand je lis parce que je trouve qu'on écoute plus la voix peut-être, il me semble. Voilà. Mais je voulais quand même vous faire un petit coucou. C'est gentil. Bruno, tu as une belle entrée en matière avec cette lecture, donc on te laisse raconter qui est Mamie Luguerre. Qui est Mamie Luger, ouais. Alors, je vous montre la couverture. Terrible aussi. Elle est terrible la Ouais, couverture. elle est très drôle, ouais. Alors moi j'aime beaucoup, alors j'ai beaucoup aimé le livre, mais j'aime beaucoup en fait tous les livres de Benoît Philippon. Alors il y en a écrit 3. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que en fait les 3 livres en fait se suivent enfin vraiment chronologiquement. C'est-à-dire que les livres n'ont aucun point commun, mais en fait quand on termine la dernière page du coup de son premier livre Cabossé, où en fait c'était un couple qui fuit la mafia et en fait qui sont sauvés par Mamie Luger, et ben bim, le deuxième, on enchaîne avec Mamie Luger. Et ça, je trouvais ça vraiment bien foutu. Donc bah, voilà, Mamie Luger, en fait, bah, comme ça a été très bien lu, première page, bim, elle tue un homme. Elle est arrêtée par la police et pendant la garde à vue, les policiers fouillent sa maison, creusent le jardin, voient la cave et en fait, il y a 10 cadavres et que des hommes. Du coup, bah, le commissaire Ventura, il demande bah, mais pourquoi madame? Et elle bah, du coup, c'est le prétexte où elle va raconter toute sa vie, donc ses 102 ans, et essayer de s'expliquer pourquoi en fait, pourquoi elle a tué ces 10 hommes. Donc bah, elle a vécu plein de choses, hein, voilà, de guerre, mai 68, et du coup, on a un petit cours d'histoire du dernier siècle en accéléré. Et en fait, en ce moment, voilà, on parle beaucoup de féminisme. Et en fait, je trouve que ce livre, en fait, c'est vraiment l'incarnation. En fait, enfin, vraiment cette mamie, elle en a bavé. Et malgré toutes les épreuves qui sont arrivées dans sa vie, en fait, elle s'est tout le temps battue. Elle a pas sa langue dans sa poche. Et c'est le livre, moi, vraiment le plus drôle que j'ai lu de ma vie. Et je trouve que c'est très très dur en fait de faire rire avec des livres en fait. Enfin, moi, j'ai eu des livres drôles. Enfin, je sais pas, il y a les Chroniques de San Francisco, il y en a d'autres, hein, il y en a plein, mais vraiment de rire aux éclats. Moi, j'en ai jamais lu, excepté avec Mamie Luger, tout en ayant une vraie enquête policière, parce que il y a aussi un suspense. Hein, évidemment, le but c'est est-ce qu'elle va trouver un moyen de quand même de s'échapper, de s'expliquer, et ça peut plaire à beaucoup de gens. Enfin, autant aux personnes, aux jeunes que un peu plus âgés. Je sais que beaucoup de gens l'ont comparé un peu à l'humour, enfin, au style de Audiard par exemple. Mais on n'est pas obligé d'avoir vu tous les films d'Audiard pour savourer Mamie Luger. Hein. Mais voilà, moi c'est vraiment la grosse bouffée d'air frais. Je l'avais raté quand il était sorti aux arènes. Je suis passé à côté, je l'ai jamais lu. Et je l'ai vu en poche pendant le confinement en plus. Et je pense que c'était une lecture au bon moment, quoi. Enfin, c'était vraiment très très frais. Et voilà, enfin,
dans notre librairie, c'est la meilleure vente en littérature enfin derrière Dicker. Et voilà, je pense que c'est pas anodin, quoi. Les gens, ils veulent vraiment rigoler, passer du bon temps, et Mamie Duger, c'est vraiment le livre parfait pour ça. Alors, je vais rebondir avant de laisser la parole à Anne-Laure, parce que je sais que c'est aussi un gros coup de cœur pour Anne-Laure, d'où l'utilité des sorties poche, en format poche, parce que c'est une seconde vie. D'ailleurs, voilà, moi aussi, ça m'arrive aussi de rater quand ils sont en brochet. Et dès qu'il arrive en poche, hop, on se dit, mais comment je suis passée à côté de ça? Donc, d'où l'utilité des formats poche dans les librairies aussi. Donc, Anne-Laure, c'est aussi un gros coup de cœur pour Oui, toi. Ouais. énorme coup de cœur. Moi, je l'avais lu quand il était sorti aux arènes. J'ai été époustouflée par cette langue à la fois presque vulgaire parfois, mais Mamie, elle a 102 ans quand même, donc c'est une vulgarité. Ça passe, ça passe. Voilà, c'est tout à fait relatif. C'est drôle, c'est émouvant, elle a ce langage extrêmement fleuri. Enfin, c'est fabuleux. Et effectivement, ce côté féministe et histoire du XXe siècle, c'est hyper important derrière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de messages qui peuvent passer sur la condition de la femme, parce que toute l'histoire se déroule au fin fond du Cantal. La condition de la femme dans les années 50, en pleine Cambrousse, c'était quand même pas terrible, quoi. Enfin, et vraiment, c'est fascinant, et tout ça avec une plume géniale. Et encore, cette idée d'efficacité, c'est-à-dire d'un roman assez court, assez rythmé, assez efficace. Moi, je vais de plus en plus sur ces romans courts, parce que je suis assez étonnée de cette économie. Pouvoir raconter une histoire avec si peu, je trouve ça vraiment fascinant. Alors, il y a des questions qui sont arrivées pour vous. Donc, je vais vous poser la première. C'est Alain qui la pose. Est-ce que le policier change avec les années? Y a-t-il des modes, des choses qui marchent suivant les époques? Alors, je ne sais pas qui veut commencer pour répondre à ça. Alors moi, je suis assez d'accord. Il y a des courants qui émergent, des choses qui existaient déjà, mais qui étaient moins à la mode, et qui prennent de plus en plus d'importance, notamment cet effet polar à la Gallmeister, un peu nature writing, voilà, grands espaces, etc. Il y avait déjà des choses comme ça, mais on met le doigt dessus. Tout comme je trouve aussi pas mal d'humour noir qui revient maintenant avec Bartelt ou Schwartzman, des auteurs comme ça qui picotent un peu. Ça donne, voilà. Et puis on a toujours ces grands romans américains, voilà, c'est polar américain qui est toujours là. On les Présent. détrônera jamais. Parce que là, on les détrônera jamais. Ouais. La série noire, elle est là, elle est bien là. C'est ça. Bruno? Ouais, bah, moi, quand j'ai commencé à travailler en librairie, on était en plein dans le Scandinave. Enfin, il y a les premiers milléniums et tout. Et là, je trouve que ça commence à un peu s'essouffler. Après, il y a plein d'explications, hein. Le décès d'Henning Mankell, Ingrid Asson qui fait disparaître son inspecteur récurrent. Nesbo, ça fait déjà plus de 10 volumes. Enfin, les gens, je pense, commencent à passer un peu à autre chose. Et c'est vrai que moi, dès que je suis arrivé en librairie, j'avais cette mode. Enfin, il y avait des Scandinaves partout. Enfin, un peu comme il y a eu dans la littérature de l'imaginaire avec Harry Potter ou Twilight, où à un moment donné, on voyait que des vampires à un moment donné. Et oui, là, je pense qu'on va vers autre chose. Là, voilà, je trouve qu'il y a de moins en moins de livres hyper violents. Je trouve que, voilà, il y a moins de surenchère. Je trouve que là, on va vraiment faire du plus subtil, du plus construit, enfin plus littéraire en fait. C'est vrai que le polar avait toujours cette étiquette aussi de mal écrit aussi également. Enfin, polar forcément lecture facile et tout. Alors oui, peut-être, hein, mais après il y a aussi des lectures faciles de l'autre côté, hein. Enfin, donc et puis on voit aussi que les gros auteurs type, je sais pas, Pierre Lemaitre ou Franck Buys, bah, ils ont commencé par du polar, quoi. Donc moi je trouve que ça c'est de plus en plus littéraire, je trouve, par exemple C'est vrai que parfois, la dans les... frontière est compliquée. On ne sait pas si on doit le mettre dans le rayon polar ou si on doit le mettre en littérature. Il y a des fois, on est. Alors, Il y a quelques chamailleries parfois en ouais, librairie pour ça, savoir où on les met. ouais. Il y a de plus en plus d'auteurs français, de très bons auteurs français en polar, Oui. avec une vraie qualité littéraire derrière. Et c'est hyper agréable de lire dans le texte, quoi. Enfin, d'avoir
des décors Pas d'être qu'on réductionniste. maîtrise. Ouais, je suis d'accord avec Anne-Laure. Ouais. C'est vrai qu'il y a des Français qui arrivent en force et ça Ouais. donne. Ouais, il y a des nouvelles voix qu'on ne voyait pas et non, c'est très bien. Après, Mm. c'est rare. Souvent, Bourdeau vient de le dire, souvent, ils ont commencé par le polar, ils basculent en littérature générale, on va dire le terme comme ça, mais on a rarement eu l'inverse. Est-ce que ou alors, moi, j'ai pas d'exemple en tête, mais est-ce que vous savez pourquoi ou est-ce que vous aussi, vous resterez toute votre vie au rayon polar ou est-ce que vous avez envie de basculer voilà, c'est un choix de goût ou ça s'est trouvé comme ça? Alors moi, je viens de la littérature jeunesse à la base. Ah oui, Ouais. ouais, ça a dû changer là. Et C'est ouais, ça a changé. Mais j'ai voulu grandir en même temps que mes lecteurs, en fait. bien. J'ai gardé l'ado, le roman ado et le jeune adulte parce que c'est des rayons que j'adore. Et je trouve que cette continuité se fait très bien et que le polar, justement, tout comme les littératures d'imaginaire, peuvent faire des vraies passerelles avec les ados. Et moi, je suis fascinée par le conseil aux ados. Enfin, c'est vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur. Et on fait beaucoup de... Moi, j'ai beaucoup de familles qui viennent et de pouvoir conseiller le même livre à la grand-mère, à la mère et à la petite fille, typiquement Mamie Lugar, en fait. Ouais. C'est génial. C'est de pouvoir avoir cet échange-là. Et non, après, j'irai pas en littérature blanche. D'ailleurs, une question compliquée, souvent quand les jeunes, on va dire ouais, les jeunes adultes, quoi, non, ils sont encore ados, veulent un polar et qui veulent aller dans le rayon polar, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, à un jeune de 16 ans qui veut vraiment lire un polar? Et ben, si on va, justement, je trouve que Manu Luger passe bien dans ce cadre-là parce que l'écriture est très efficace et le fait qu'on ne soit pas du tout dans la même génération, ça marche bien. Après, je tourne la tête pour regarder mon rayon en Classique, même Agatha temps. Christie, mais bon, ça, ils aiment pas trop parce qu'ils disent que c'est trop vieux, c'est trop vieillot. Mais c'est vrai Ouais, que je trouve un jeune. Bruno, tu fais comment, toi? Alors, bah, c'est un peu au feeling, ça dépend ce que voilà, l'ado a lu et tout, mais on va dire, moi je trouve que les adolescents, enfin je ne veux pas faire mon vieux, mon réac, mais je trouve qu'ils ont, comment dire, ils sont beaucoup plus matures que moi quand je l'étais à 16 ans, en fait. mm, Même par rapport aux séries, télé ou même Internet, en fait. Par exemple, voir, je sais pas moi, Walking Dead, Game of Thrones à 14 ans, moi, je sais pas si j'aurais été émotionnellement prêt pour ça. Et donc, je pense qu'ils peuvent lire des trucs beaucoup plus matures. Par exemple, une série que moi, j'aime beaucoup, c'est Le Livre sans nom. Alors oui, il y a des passages un peu violents, mais c'est écrit d'une manière un peu comme du Tarantino en film, c'est-à-dire c'est tellement burlesque qu'on n'y croit pas et que c'est presque un gag et ça en perd le côté violent en fait. Et par exemple, moi, pour des ados qui aiment un peu le fantastique, on va dire, je trouve que Le Livre sans nom, c'est une bonne passerelle entre roman noir et voilà, et fantastique, ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses. Hein. Moi, à moins d'aller tout le temps dans les classiques, à la Agatha Christie, ou les Leblanc, Gaston Leroux et tout, c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses. Il y a quelques séries, par exemple Harlan Coben qui a fait quelques séries Ouais, mais je trouve pas très qui bon, peuvent moi. mener, mais il ouais, n'y en a c'est pas pas des masses. terrible. Mais ouais, voilà. Et en plus, d'un point de vue qualité, Ouais. voilà, c'est pas fou. Donc, Mais moi, je vais directement vers C'est- des polars adultes, mais édulcorés, quoi. Pas, je sais pas, je vais pas dire de lire Au-delà du mal de Shane Stevens ou voilà, c'est mm. à voir. Ou Il y même il y a des a, Stephen King aussi qui sont certains qui sont lisibles par des adolescents et d'autres non, par exemple, quoi. Donc, mm. Il y a oui, Marine Carteron qui a sorti il n'y a pas très longtemps oui, une belle réécriture d'Agatha Christie des Petits Nègres. Moi, j'ai trouvé ça super. J'aime bien son écriture derrière. J'aime alors, bien il y a ce une qu'elle fait. question un peu compliquée ou pas, je sais pas, de Valérie qui dit sur la masse considérable de livres qui sortent, quelle est la part consacrée au polar? Est-ce que ça vous la connaissez? Et il doit être très difficile de mettre en avant certains polars tant l'offre est importante. Comment pratiquez-vous? Ne vous battez pas pour répondre? oula, surtout la première partie, elle est assez compliquée. Là, j'avoue, là, Ouais, il me faudrait un logiciel, connaissez. il faudrait mon Ouais. logiciel de gestion là pour. Mais non, sur la deuxième partie, c'est pas, c'est pas évident parce que c'est vrai qu'il y a, comme dans tous les rayons, je pense qu'il n'y a pas un rayon où il y a vraiment il y a beaucoup de choix en fait. Et plus il y a de choix, et je trouve que moins la durée de vie des livres mis en avant, et voilà, elle diminue forcément. Et ce qui est facile à mettre en avant, c'est les auteurs qui ont un historique. C'est-à-dire on sait si le précédent a bien marché, donc on peut se caler sur ça. Mais c'est surtout pour les premiers romans en polar où
c'est des vrais paris, quoi. Enfin, on se dit, bon, on peut en mettre, je sais pas, telle proportion en avant et on laisse leur chance, mais non, c'est pas. Moi, je me fie quand même pas mal aux représentants, enfin aux éditeurs. En fait, avec l'expérience, on nous dit qu'on sait qu'on peut faire confiance et qu'on sait que tel éditeur, voilà, ils sont comment dire, enfin, sincères et ils savent vraiment ce que vaut vraiment leur premier roman, quoi. Donc, moi, je fais aussi confiance aux éditeurs et puis après, on voit. Et puis, il faut connaître aussi sa clientèle. Je sais que, par exemple, nous, on n'a pas forcément la clientèle qu'on me disait tout à l'heure, un peu Gallmeister. Moi, je trouve qu'on ne l'a pas forcément, mais on sait que dans la librairie d'à côté, ils vont l'avoir. Donc, c'est aussi en connaissant nos clients qu'on sait un peu ce qu'on va mettre en avant plus longtemps. Ouais. Anne-Laure? Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai la chance d'avoir un grand terrain de jeu. J'ai beaucoup d'espace et pas mal de tables. Donc, j'ai une table perso, enfin, coup de cœur, où je peux mettre en avant des trucs plus improbables, des trucs plus confidentiels, voilà. Et voilà, j'ai quand même vraiment cette chance-là. Et je suis d'accord, le lien avec le représentant, c'est quelque chose d'hyper important. C'est un lien de confiance qu'on a malheureusement pas mal perdu pendant le confinement. Enfin, la confiance est toujours là, mais on a travaillé de manière pitoyable sur des bons codes barrés, Ouais. rien, quoi. Enfin, on ne sait pas ce qu'il y a dans les livres, on sait pas. Enfin, il n'y a pas d'humain derrière, c'était nul. Enfin, on doit retrouver nos repris, en fait. Ça, c'est dit. Ça, c'est Ouais. dit. Alors, il y a une question de Patricia. Est-ce que les lecteurs lisent les mêmes polars que les lectrices? Là, comme ça, je dirais. Enfin, je sais pas. En fait, on voit qu'il y a des auteurs, sans faire des généralités, mais on voit qu'il y a des auteurs où 90% des gens qui l'achètent, c'est que des femmes enfin, oui, que des femmes. Mais il y a rarement l'inverse, je trouve. Enfin, il y a rarement un auteur où c'est que des hommes qui. Enfin, moi, j'en ai rarement vu. Mais l'inverse, j'ai trouvé que, par exemple, je sais pas, je dis Camille Lackberg, par exemple, on va dire ouais, 90% ou 80% des gens qui me demandent sont plutôt un public féminin. Mais voilà, donc oui, ça peut arriver. Enfin, ça peut arriver, oui. Mais dans l'autre sens, non. Enfin, j'ai pas d'auteur en tête. Un petit Don Winslow. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, Ouais. c'est plus, ouais, c'est vrai. Winslow, ouais. Ouais, les auteurs très américains, très noirs. Le roman très noir, quand même, plus. Ouais, mais il y a beaucoup d'hommes quand même au rayon polar. Il y a beaucoup. Ouais. Moi, je remarque, moi, dans la librairie, il y avait beaucoup d'hommes au rayon polar plus que de femmes. Donc, est-ce que les lecteurs de polar sont pas plus masculins que féminins? Ça, c'est. Ouais. Ça a tendance à se rééquilibrer quand même. Hein. Ouais, je trouve aussi. Je trouve que, ouais, je trouve pas qu'il y ait autant ouais, enfin, j'aurais même presque l'inverse en fait. Je trouve qu'il y a plus de femmes, ouais, je trouve, ouais. Après, Et est-ce que vous avez aussi cette demande par gens, souvent à la fête des pères, ils vont tous au rayon polar, quoi. C'est le truc, ou BD. oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai aussi, ouais. Donc là, il y a quand même des preuves concrètes, comme quoi on a l'impression que le lectorat masculin est plus important, ou alors on les oblige. Je ne sais pas. Oui, il y a encore des gros stéréotypes sur le polar. À qui on offre du polar, qui lit du polar et qu'est-ce qu'ils vont lire, ouais. Il y a Nicolas qui demande quel est votre auteur de polar préféré, incontournable, qui vous a marqué, qui vous a donné peut-être envie d'être libraire au rayon polar, je ne sais pas. La colle. Ouais, je sais pas, peut-être Don Winslow, justement. C'est particulier. Ouais. J'aime bien Laure, c'est une libraire très pointue en polar, elle a des goûts un peu. Mais c'est bien, c'est bien. Ouais, non, j'aime bien des trucs aussi assez légers, plus faciles, mais c'est vrai que le temps passant, j'ai tendance à aller vers des trucs plus sombres et plus noirs et plus construits et plus. Ouais, C'est quoi qui est plus important pour vous justement dans le polar? C'est le meurtre, la construction, l'écriture? Il y a quoi? Il faut que l'histoire soit. Ça peut être mal écrit et que vous êtes complètement emporté par ce crime et tout ça, ou pas du tout? Moi, je mets beaucoup d'importance à la plume, hein, quand même. Parce que, par exemple, moi, mon auteur fétiche, c'est Hergé et Laurie. Et parce que déjà, c'est vraiment une plume incroyable. Tous ces livres sont très différents. Enfin, il ne réécrit pas à chaque fois la même chose. Et moi, c'est l'un des rares auteurs où j'ai envie même de relire les livres. Alors, enfin, les polars, en général, on les relit quasiment jamais. Enfin, une fois qu'on a justement cette réponse de qui est le coupable, ou voilà.
Et moi, notamment Seul le silence, par exemple, de Hilary, c'est un livre qui est tellement riche, en fait, parce qu'il y a pas que qui est le coupable, il y a aussi une belle histoire d'amour, il y a plusieurs thématiques, l'absence du père, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a plein de choses à lire. Et ouais, moi, je mets beaucoup d'importance à la plume, parce que sinon, je trouve qu'on se lasserait, on va se lasser de juste savoir qui est le coupable, qui est le machin. Et moi, je trouve que moi, je mets beaucoup d'importance à la plume, mais c'est vrai que d'autres personnes, pour eux, c'est peut-être moins important. C'est vrai que le polar a pâti de cette mauvaise réputation, comme quoi c'était mal écrit, que Ouais, c'était c'est ça, ouais. facilité, alors que non, quand on prend Elroy, tout le monde, déjà, j'ai Mm. envie de dire que tout le monde n'est pas habilité à lire Elroy. Il y a quand même, alors je suis désolée, on ne cite que des auteurs américains ou étrangers depuis un moment, mais c'est vrai, mais il y a quand même de bons français, Sandrine Colette. Il faut lire Sandrine Colette. Sandrine Colette, il y a Franck Bouys, Glaise, c'est Ouais. un truc. Il y a Ouais. des Et auteurs. même Pierre Lemaître, il a gagné le Goncourt, mais à la base, voilà, un auteur de polar, et c'est toujours très bien écrit aussi. Donc oui, je pense qu'il y a polar français, même ce nouvel auteur, Jérémy Fell, qui a écrit 2 livres pour l'instant. C'est incroyable. Extraordinaire. Il sort des trucs qui sont. Alors, c'est violent, mais Ouais. il faut y aller. Je pense qu'il faut inciter. Moi, je trouve que ce qui est plus intéressant dans notre métier de libraire, c'est d'amener les lecteurs sur un terrain qu'ils ne connaissent pas ou ce qui leur fait peur. Alors, c'est bien pour le polar, justement, ça leur fait peur, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est vrai que Jérémy Fell est une nouvelle voie du polar, polar ou thriller, parce que lui, c'est vraiment. J'ai l'impression que c'est un peu le pendant de Stephen King, des fois, à la française, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Un coup de cœur absolu chez vous, là, un polar. Allez, pour clôturer tout ça. Glaise de Franck Bouys. Ouais. Takawan de Ah ouais, Pauline Takawan, alors ça, c'est un français aussi. Hein. Ouais. Takawan, c'est Enfin, non, il est québécois, mais il écrit en français. Ah ouais, on va pas. Takawan, ouais, c'est vrai qu'on au livre de poche, une sublime couverture avec un poisson. Il est vert et je sais pas si tu l'as à portée de main, je sais pas. Précieux. Alors, et Bruno, toi Je sais pas lequel choisir. Il y en a tellement. Un livre pas du tout connu, sinon, que je trouve pas connu, c'est un livre chez 10-18 qui s'appelle Raphaël Dernier Jour. Un livre qui est pas très gros. Et c'est le seul livre au monde, je pense, où il y a un avertissement avant que le livre commence qui dit que le chapitre 3 est tellement triste qu'on n'est pas obligé de le lire. Et du coup, on n'a qu'une envie, c'est de lire ce fameux chapitre 3. Tu peux nous répéter le titre Alors, Raphaël, ouais. Dernier jour, Raphaël au masculin. Ouais. Et pour la petite histoire aussi, c'est l'acteur américain Johnny Depp. Il a réalisé qu'un seul film dans sa vie. Et en fait, c'est l'adaptation de ce livre-là, où le grand méchant de l'histoire était Marlon Brando. Donc ça date pas d'hier. C'était directement sorti en DVD en France. Et j'ai trouvé ça touchant, en fait, que Johnny Depp il était aussi ému par ce livre. Et en fait, ce livre, c'est qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas à la fin, et ben on s'en souvient toute notre vie, tellement que voilà, la fin elle est incroyable. Et voilà, petite pépite, parce que l'auteur il en a écrit qu'un seul, et c'est celui-là. Un livre du catalogue du livre de poche que vous avez adoré. Il y en a plein. Oui, c'est vrai qu'ils ont une force de frappe qui est terrible au livre de poche. Hein. Entre leur titre, leur couverture, pas leur titre, non, ils les reprennent, mais leurs couvertures qui sont fabuleuses. La colle. Mais si. Malavida de Marc Fernandez. Ouais. Et moi, dans les trucs un peu plus anciens, mais moi, c'était Le Poète de Connelly. C'était une vraie révélation. Alors, c'est sorti il y a presque peut-être 20 ans, ou je sais plus. Mais c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Et c'était la première fois que je lisais un polar vraiment comme ça, d'investigation, parce que Connelly, avant d'être l'auteur à succès, il était journaliste. Et le personnage principal est journaliste. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a beaucoup touché, quoi. C'était vraiment une super histoire. On va bientôt se quitter parce que ça fait presque 1 heure qu'on parle de polar et avant de lasser tout le monde, on va faire une conclusion. Juste dire que ce week-end, il n'y aura pas de rencontre. On se retrouvera lundi dans un univers complètement différent. Ça sera à 19h avec Adèle Bréau pour Frangine aux éditions Lattès. Et je rebondis, il y a une question. Lequel, Connelly, tu peux rappeler le titre? Le Poète. Le Poète, voilà. Pour Valérie, c'est noté. Donc, on se retrouve à 19h. En tout cas, merci beaucoup Anne-Laure et Bruno d'avoir été avec nous ce soir, de nous avoir donné
tous ces titres. Avant qu'on se quitte, rapidement, est-ce que tu peux, Anne-Laure, redonner tous les titres que tu as donnés? Oui, bien sûr. Malamorte de Albertini, le 12e chapitre de Jérôme Loubry et mon chouchou, Terre fauve de Patricien. Bruno, la même? Alors, juste après la vague de Sandrine Colette, Dans son silence de Alex Michaelides. Pas facile à dire, lui. Ouais, et Mamie Luger de Benoît Philippon. Donc, je vous engage à aller en librairie, soit à Lille, voir Bruno Sayafoum au rayon polar, au Furet du Nord, soit d'aller voir Anne-Laure Billon à la librairie de Paris à Saint-Étienne. Ils sont de très bons conseils. On retrouvera tous les titres qui ont été cités ce soir sur notre site internet unendroitoualler.com et on vous le remettra aussi sur la page Facebook, comme ça tout le monde aura accès partout. Ça sera très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Et aussi une bonne continuation en librairie. Bonne soirée et merci beaucoup d'avoir été avec nous.